passer la parole à Huguette Criff, que je vais d'abord présenter. Donc, Huguette Criff est présidente du Centre aixois d'études et de recherche sur le XVIIIe siècle, CAER 18. Elle est maître conférence docteur d'État HDR émérite à l'Université d'Aix-Marseille, spécialiste de la littérature des Lumières et de la Révolution. Elle a organisé de nombreux colloques internationaux, dont les deux derniers se sont tenus en 2019, La vertu féminine de la cour de Sceaux à la guillotine avec Catherine Hassett à l'université d'Oxford, et oui, c'est ça, et Humanisme, anti-humanisme et littérature 14e, 21e siècle avec Sylvie Requemora à Aix-Marseille Université. Elle a dirigé des équipes internationales, entre autres le fameux Dictionnaire des femmes des Lumières. Si vous ne le connaissez pas, je vous le recommande, il faut s'y précipiter, c'est une mine d'informations, c'est absolument passionnant. Huguette Criff a en effet initié le projet et a co-dirigé l'ouvrage qui est paru chez Champion en 2015 en 2 volumes. Elle a également dirigé des numéros de revue, alors pardonnez-moi, je vais admettre, elle a également animé ou dirigé des numéros de revue récemment, dernièrement sur Rousseau et la préciosité dans les Rousseau Studies en 2019. Elle a co-dirigé Le Voyageur immobile avec Sylvie Requemora en décembre 2020 dans la revue Astrolabe. Et dans le domaine spécifique de la littérature de la Révolution française, on lui doit des éditions critiques, des ouvrages collectifs, un livre d'auteur, Entre terreur et vertu et la fiction se fit politique, 1789-1800, paru chez Champion en 2010. Enfin, ses derniers ouvrages, qui sont du reste en cours de fabrication chez Garnier pour une parution en 2021, on relève un livre d'auteur intitulé Le métis révolutionnaire, Barbeau-Royer, homme de lettres et voyageur engagé, qui va concerner directement la communication qui va suivre, donc paru chez Garnier, et une édition critique avec Mathilde Chollet, le premier tome des Lettres de jeunesse, 1784-1794, de la correspondance complète de Sophie Cotin, romancière pré-romantique, que je vous recommande là aussi très vivement, qui fait partie de ces femmes de lettres encore insuffisamment connues. Voilà, donc le titre de la communication d'Huguette Criff est La rhétorique des humiliés, Barbeau-Royer, 1767-1831, le Jacobin libre de couleur. Merci beaucoup de me donner la parole, Stéphane. Merci à Patrick Brazard et à Hélène Parent d'inviter à cette table un parfait inconnu, parce que après Barrère, il est évident que Barbeau-Royer n'était pas inconnu à son époque, loin de là, mais à l'heure actuelle, c'est un grand oublié de la Révolution française. Donc, au gré des biographes du 19e siècle à nos jours, Barbeau-Royer est présenté comme un noir révolutionnaire de Saint-Domingue ou, contrairement, un blanc créole à la solde des intérêts coloniaux de l'île. Alors, j'ai pu établir le véritable état civil de Barbeau-Royer. C'est un métis indo-descendant, né en 1767 d'un père blanc, maître d'hôtel de son État, au service de Pierre Poivre, le célèbre intendant général des Îles-de-France et de Bourbon, et d'une mère servante indienne, probablement d'origine tamoule, esclave ou affranchie, née à Pondichéry. Donc, Barbeau-Royer, baptisé à Port-Louis, il est envoyé à l'âge de 11 ans faire ses humanités au collège de Lisieux à Paris, où il achève ses études quand éclate la Révolution française. Alors, mon titre, c'est La rhétorique des humiliés. Et l'humiliation dont je souhaite parler et que Barbeau-Royer subit depuis son enfance n'est pas simplement une blessure infligée à son amour-propre. En fait, la discrimination raciale des libres de couleur repose sur un ensemble de lois coercitives qui résultent d'une stratégie politique pour contenir les flux migratoires en France et exclure les communautés des Noirs affranchis et des libres de couleur des lieux de pouvoir économique
culturelle et politique. La lettre du ministre de la Marine Anne Olivos, gouverneur de Saint-Domingue, en date du 27 mai 1771, publiée par Julien Raymond, en est la preuve. Je vous la lis. Sa Majesté a pensé que le préjugé politique a eu soin d'entretenir comme une distance à laquelle les gens de couleur et leurs descendants ne devaient jamais atteindre, enfin qu'il importait au bon ordre de ne pas affaiblir l'état d'humiliation attaché à l'espèce, dans quelque degré qu'elle se trouve, préjugé d'autant plus utile qu'il contribue au repos même de ces colonies. Sa Majesté est déterminée à maintenir le principe qui doit écarter à jamais les gens de couleur et leur postérité de tous les avantages attachés aux Blancs. Reste à savoir si l'expérience des humiliations institutionnelles et les stigmates qu'emporte Barbe-Royer infléchissent sa pratique oratoire au moment où il s'engage comme romancier, journaliste et tribun dans les luttes révolutionnaires en France et à Saint-Domingue. Un thème que je vais traiter selon 3 points d'après la triade aristotélicienne, on en a parlé, ethos, pathos et logos, je vais donc suivre 3 points. Les filiations oratoires de Barbe-Royer. 2e point, recherche prosodique sur le souffle de l'orateur. Et 3e point, la nouvelle fabrique rhétorique. 1er point donc, les filiations oratoires. Sitôt ses humanités achevées au collège de Lisieux à Paris, Barbe-Royer se compte parmi les révolutionnaires de la Société des gens de couleur, dont le porte-parole parisien est Julien Raymond. Après avoir acquis sa nationalité française en 1791, il rédige des essais politiques, je cite, de la guerre contre l'Espagne, publié à Paris chez Bailly en 93, ou l'essai politique sur les puissances navales dans les guerres de la République, publié à Rochefort en l'an 2. Ces discours sont imprimés et diffusés par ordre de la Société populaire de Rochefort, à laquelle il appartient, entre 1793 et 1794. Et ces écrits, dans le fond, s'inscrivent dans un contexte éminemment oral, dans lequel on débat, on fait des lectures publiques et on enseigne au peuple ses droits fondamentaux sous les arbres de la liberté. La résurrection de la parole publique se fait par référence au modèle de l'agora démocratique, comme l'illustre Barbe-Royer dans une de ses nouvelles publiées en 1795, intitulée Amintas ou l'année républicaine, où le récit s'ouvre sur les portiques d'un gymnase dans lequel les citoyens, je cite, s'expriment tous les jours librement. Décidé à élargir son éditoire, Barbe-Royer change même de tribune et devient journaliste sous le Directoire, un choix avantageux en politique, au dire de Camille Desmoulins, je cite Camille Desmoulins, « Aujourd'hui, les journalistes exercent le ministère public, ils dénoncent, ils décrètent, absolvent ou condamnent. Tous les jours, ils montent à la tribune ou harangue. » Cela peut peut-être répondre à la question posée par Stéphane, justement, sur l'oratoire, enfin, sur l'éloquence, est-elle écrite ou orale? Là, on a un petit élément de réponse. Donc, Joseph Loquino, élu à la Convention, qui dénonçait dans Les préjugés détruits, ouvrage de 1791, le despotisme de l'éloquence. Je rappelle parmi ces formules célèbres la suivante: qu'est-ce que l'éloquence? C'est l'art de tromper les hommes. Se trouve étrangement conquis par les talents oratoires de Barbe-Royer lorsqu'il partage avec lui la tribune à Rochefort en 1793, au moment où il est envoyé par le Comité de salut public pour instaurer un tribunal révolutionnaire afin de juger les prisonniers vendéens de la région. Loquino participe au vote unanime des Jacobins de Rochefort pour faire publier les discours de Barbe-Royer. Or, je remarque que Barbe-Royer se réclame explicitement d'une école rhétorique illustrée par, je cite, des rhéteurs estimables, Isocrate, Cicéron, Quintilien.
Barbe-Royer choisit de convaincre la nation par ses mots et l'ampleur de son souffle oratoire. Et comme contre-modèle, il évoque le discours que prononça Brutus après la mort de César, dans le duel qu'il avait opposé à Marc-Antoine et qui est rapporté par Plutarque dans les vies parallèles des hommes illustres. Je cite Barbe-Royer. Lorsqu'il eut assassiné César, il franchit la tribune et il lut un discours pour justifier l'acte de ses complices comme de lui-même. Brutus n'avait jamais pris pour modèle que Lysias, dont il chérissait par contraste la candeur et la politesse, et il couvrit son parchemin des roses de Lysias au lieu de l'armée des foudres de Démosthène. Cet éloquium si mal accommodé et dont le génie paraît si pitoyable à Cicéron, surtout dans un moment aussi décisif, ne fit aucune impression sur le peuple, qui même le persifla. Et l'on peut en inférer que la cause républicaine fut en partie perdue par la maladresse d'un chef de conjurés s'égarant sur le style. Fin de citation. L'opposition faite par Barbe-Royer entre Lysias et Démosthène, qui lui est inspirée par le Brutus ou dialogue des orateurs illustres de Cicéron, traduit son choix de suivre Démosthène pour défendre la République. Quand la patrie est en danger, l'énergie et le cri sont ses références presque exclusives, à l'opposé du goût et de l'orné, du trait d'esprit propre à l'Ancien Régime. Dans le cadre qu'il pose, Barbe-Royer sait que l'adhésion de ses lecteurs, de son public populaire, lui est acquise tant qu'il leur proposera une image de lui-même rassurante. Il se présente donc comme la sentinelle jacobine, comme le témoin éclairé, celui qui dit vrai, comme par exemple dans la requête qu'il fait parvenir au Conseil des 500 pour plaider la cause des citoyens de couleur dans l'affaire, je cite, Mulâtre, du 30 Ventose en 4. Il s'y montre un accusateur courageux, rigoureux, sincère, qui se fait du juste et de l'injuste une règle en politique. Je cite, « Arrivé récemment de Saint-Domingue, où j'avais été envoyé par le gouvernement, j'étais à portée de juger la conduite des commissaires et l'irrégularité de leurs actes. Tout ce qu'on a publié sur la situation de Saint-Domingue est faux. Cette colonie est de nouveau livrée à toutes les horreurs de la guerre civile. J'ai eu le courage de dénoncer toutes ces horreurs pendant mon séjour au Cap, mais j'ai failli être la victime de mon zèle. » On voit bien dans la dernière phrase comment se forge son ethos. Il montre que Barbe-Royer puise une source d'inspiration dans l'éloge vibrant que faisait Cicéron de l'héroïsme de l'orateur. Je le rappelle, quelle puissance que celle qui triomphe des scrupules des juges. Est-il aussi rien de plus grand et généreux que de secourir les suppliants, de relever les malheureux à terre? Et dans les propos d'Isocrate sur la maîtrise de l'éloquence, comme, je cite, l'œuvre d'un esprit courageux et pénétrant. J'en viens à mon deuxième point sur les recherches prosodiques sur le souffle de l'orateur. Ceci dit, Barbe-Royer fait des choix très précis en matière de rhétorique et d'éloquence. Je cite, « L'éloquence a ses variantes comme ses séries, qui sont adaptées au temps et à l'action. La sagacité seule a le droit d'en user. Elle peut, elle seule, leur assigner un rang et des devoirs. » Donc, dans le rang de ses priorités, Barbe-Royer décide de favoriser les ressorts émotionnels et sensibles de ses discours, afin de mouvoir les volontés collectives. Aussi, pour susciter les haines et animer les énergies, il donne vie à sa voix et travaille sur son souffle en utilisant les effets de rythme dans la prose. Il justifie ses choix en citant Cicéron et ses remarques sur le nombre oratoire, comme il l'expliquera dans une note de son ouvrage intitulé « Les
Pergamine ou tablette, publié à Paris chez Debray en 1802. Je cite, « Les poètes, dit Cicéron, ont donné lieu de douter en quoi ils diffèrent des orateurs. Cette différence était assez marquée autrefois par le nombre et la versification. Mais aujourd'hui, comment l'établira-t-on puisque le nombre est également usité chez les orateurs ?» Barbe-Royer trouve intéressant le principe du nombre qu'il rapproche des conseils prosodiques dispensés par l'abbé d'Olivet pour réaliser une sorte, je cite, de modulation qui doit en résulter non seulement de la qualité et de l'arrangement des mots, mais encore de leur valeur syllabique. C'est une référence tirée des remarques de la langue française d'Olivet. Le rythme du souffle varie dans le discours de Barbe-Royer, non pas sous l'effet d'automatismes oratoires, mais bien en fonction du sens. On en voit l'illustration dans l'intervention que Barbe-Royer fait paraître dans Le Rédacteur, le 4 décembre 1797, sous le titre « Contre l'Angleterre ». L'auteur y déploie une éloquence énergique, ample, pour en appeler à la vengeance des peuples colonisés qui soufflent sous le joug des Britanniques. Je cite, « 10 siècles de barbaries et de trahisons doivent être punis par un seul coup. 30 nations opprimées et flagellées doivent obtenir leur vengeance de l'audace d'un seul peuple. Que ce cri soit donc lancé tous les jours sur nos quais, dans nos temples, du haut des tribunes archontiques. Delenda est. » L'éloquence s'y impose par les variations qu'elle fait subir au flux verbal. Tantôt elle entraîne le propos dans le mouvement régulier d'un rythme binaire, soutenu par la reprise périodique des mêmes mots. Tantôt l'éloquence se ramasse dans la protase, déferle dans un rythme ternaire dans la podose et frappe par 2 mots brefs, delenda est. Il faut détruire Carthage, en souvenir de l'appel à la vengeance proféré par Caton l'Ancien à chaque fois qu'il faisait un discours devant le Sénat au cours de la Troisième Guerre punique. Un accord unanime se tisse dans les émotions et le flux verbal. Plus le ton est ému, plus Barbe-Royer déséquilibre le rapport de longueur entre les segments des phrases. Je cite, « Que la liberté unisse tous les courages, éteigne les divisions et rassemble toutes les volontés contre l'ennemi du monde. Plongeons sans délai nos lances victorieuses dans les flancs du léopard, qu'il expire. » Comme vous le voyez, le rythme ternaire s'accompagne ici d'un rapport dégressif de longueur entre les segments, une façon de traduire des émotions si fortes qu'elles se terminent par le cri « qu'il expire ». En outre, s'inspirant de Cicéron qui range l'antithèse dans les facteurs de rythme, Barbe-Royer fait du contraste un procédé essentiel de son éloquence qui produit un balancement, une sorte de rythme binaire. Il en use régulièrement pour créer des formules chocs telles que, je cite, « le gouvernement anglais est féroce, même dans ses manières polies ». À partir du même procédé, il apostrophe l'Angleterre dans un article publié dans Le Rédacteur le 2 février 99. Vois le Sarde en pleurs, obligé d'aller se voiler sa confession dans une île stérile. Vois le Turc sauvage, à la veille de transporter sur les minarets de Lemnos son croissant décoloré. Vois enfin tous tes complices, séquestrés du continent et déportés sur des îles obscures, pour que dans leur misère même, ils se ressouviennent à jamais de la perfidie de l'insulaire. L'âpreté du passage repose sur la recherche du contraste. L'éloquence de Barbe-Royer se déploie dans une prose si soigneusement rythmée par le retour périodique de l'impératif « voix » pour que la nation assiste au spectacle déployé à la fois grandiose et terrifiant de la chute de la coalition dirigée contre la République. On le comprendra, l'attention systématique portée au souffle oratoire fait le cachet des écrits de Barbe-Royer dans la littérature politique de la Révolution. J'en viens à mon 3e point, la nouvelle fabrique rhétorique. Même si Barbe-Royer s'est
construit dans une tradition rhétorique et qu'il y a façonné son écriture. Il se sent libre d'exercer sa raison sans entrave. Il refuse notamment de s'adapter aux intérêts de son auditoire pour obtenir des applaudissements. Jeune adolescent, il était venu d'une île esclavagiste pour acquérir ses humanités, c'est-à-dire toutes les subtilités de la langue des maîtres et les savoirs qui font la mémoire collective européenne. Tribun révolutionnaire, il tente d'innover dans le débat contradictoire pour déconstruire le système colonial. Ce moment de tension, chargé de colère et de haine, est à l'intersection d'une mémoire passée et de ses préoccupations présentes. Et sa violence s'accroît quand l'orateur réalise que les intérêts coloniaux infléchissent les plaidoyers républicains, même les plus sincères. Barbe-Royer n'est pas un pur sophiste qui présente un point de vue pour mieux le réfuter. Il ancre son argumentation dans son expérience révolutionnaire. En 1796, il est envoyé officiellement comme agent du gouvernement à Saint-Domingue en tant que secrétaire particulier auprès de Julien Raymond, lui-même commissaire civil délégué par le directoire à Saint-Domingue. Or, durant son séjour, il devient la victime collatérale de la guerre civile des couleurs qui éclate et des intrigues que Santonax, pour écarter Raymond du pouvoir, exerce. Le rapport que Raymond envoie en 1797 au ministre de la Marine ne laisse aucun doute en la matière. Je cite le rapport de Raymond. « Ce fut alors que la calomnie fut déchaînée avec fureur contre moi. J'étais sourdement présenté aux Blancs comme leur ennemi, aux Noirs comme le chef de complot formé contre eux par les Rouges. Venait-il chez moi un homme de couleur? Je les ralliais pour m'en faire un parti. Un blanc, je voulais les tromper pour mieux les égorger. Un noir, je cherchais à l'entraîner dans ma conjuration. » Fin de citation. Pour sa part, Barbe-Royer affiche sa solidarité envers les citoyens de couleur dont il a partagé les luttes entre 1789 et 1791 à Paris. Malgré les injonctions de Raymond, Barbe-Royer affronte Pérou, un personnage influent puisqu'il s'agit de l'ancien ordonnateur de Saint-Domingue, et qui vient d'imprimer une lettre distribuée à profusion dans laquelle il appelle à proscrire, je cite, tous les mulâtres. De retour à Paris, Barbe-Royer prend à témoin l'opinion publique sur le sujet en publiant un rapport intitulé « Du gouvernement de Saint-Domingue, de Lavaux, de Villatte et des agents du directoire », publié chez Debré en 1997, où il dénonce la politique inégalitaire des agents du directoire. Il y démontre que la guerre civile des couleurs a été manigancée de l'extérieur par des Blancs venus de métropole, Blancs avides de pillage, de luxe et de meurtre. Pourtant, l'argumentaire de Barbe-Royer ne trouve aucun écho auprès du directoire exécutif, préoccupé à l'époque par la montée sans précédent d'une opposition de droite. Or, après le coup d'État du 18 Fructidor en 4, le directoire relance le débat sur la question coloniale, afin d'étendre le découpage en départements à l'ensemble des territoires coloniaux. Barbe-Royer constate avec indignation que les parlementaires s'affrontent une fois de plus sur l'octroi de la citoyenneté aux libres de couleur, aux Africains et à leurs descendants. La question à l'époque qui était posée était de savoir si la condition d'esclave était un statut dérogatoire aux conditions imposées par l'article 10 de la nouvelle Constitution de 1795 qui stipulait que pour avoir la nationalité française, il fallait avoir un statut de propriétaire, 7 années de résidence consécutive et la volonté de résider en France et d'y payer une contribution directe. Barbe-Royer renouvelle ici totalement son argumentation.
il ne mène plus un plaidoyer, il accuse. La législation qui donne droit à l'Europe de disposer des peuples africains colonisés sous prétexte de leur infériorité est une barbarie. Il renverse la doxa par la preuve que l'Europe doit à ses peuples ses savoirs scientifiques, sa philosophie et ses valeurs. Il propose cette thèse dans un article publié dans La clé du cabinet des souverains pour son numéro 227 du 2 Brumaire en 6, c'est-à-dire 23 octobre 1797. Il y démontre que l'Europe a confisqué la civilisation à son seul profit, en réduisant les peuples africains au silence par la traite et l'esclavage, qu'elle a justifié ces crimes en prétextant qu'ils étaient taillés pour être esclaves à cause de la malédiction biblique de Noé, et qu'elle a, pour parfaire sa stratégie, prétexté que la civilisation était un devoir moral des pays colonisateurs envers les Africains, amollis par le climat, sans aucune défense ni culture politique. Pour rétablir la dignité et l'identité de ces peuples, Barbeau-Royer avance l'argument très novateur de l'africanité de l'Égypte, une thèse qui sera développée dans les années 1970 et suivantes au Sénégal par le chercheur historien égyptologue Cheikh Anta Diop. En effet, Barbeau-Royer affirme, je cite, « Les Noirs des colonies sont les descendants de ces Égyptiens fameux qui éclairèrent le monde. » Il en administre la preuve dans un discours démonstratif sans concession. Je cite, « Cette preuve se trouve dans les livres coptes et dans les monuments du Delta. Ce furent des hommes à cheveux crépus, à lèvres saillantes qui bâtirent Memphis, élevèrent les pyramides dans les plaines du désert et prêtèrent leurs traits au sphinx du Nil. Il avance pêle-mêle des observations d'Hérodote du 5e siècle avant Jésus-Christ, des descriptions géographiques de Diodore de Sicile et des réflexions de Plutarque. Il en tire que la brillante civilisation des Grecs est redevable de l'Égypte noire, où l'on vit, je cite, « vit naître la géométrie, la médecine, l'astronomie et les mathématiques ». Une manière de déconstruire au profit des peuples noirs le lien contestable qui existe entre la civilisation et la colonisation. Je vais conclure. Orateur de talent, homme de lettres dont l'érudition est reconnue par ses pairs, Barbeau-Royer tire de ses humanités les références antiques qui fondent ses choix esthétiques et rhétoriques. Indo-descendant, élevé sur une île esclavagiste et libre de couleur, il se joint à la jeune génération révolutionnaire qui lutte à Paris, à Rochefort et sur l'île de Saint-Domingue pour l'abolition de l'esclavage et l'application des droits de l'homme et du citoyen dans les colonies sous le joug des puissances européennes. Au cours des années 92-99, il constate que le débat s'enlise et que les parlementaires butent toujours sur l'incontournable problème des Africains déportés et mis en esclavage par la traite. Barbeau-Royer trouve un angle d'attaque qui bouleverse ces données en accusateur implacable de l'Europe coloniale et d'une Église chrétienne complice de ces forfaits. Il déconstruit les équivalences traditionnelles qui existent entre l'Europe et la civilisation, les Africains et leur statut d'infériorité. Sa conclusion, je cite, « Il faut avouer que les maîtres et les instituteurs du globe ont été récompensés dans leurs descendants d'une manière bien étrange. » Fin de citation. Cette formule rétablit les rapports d'antériorité en matière de savoir et d'humanisme. Barbeau-Royer exige une relecture de l'histoire des civilisations, car il n'y a pas, selon lui, d'autres solutions politiques et éthiques pour que cessent les humiliations noires.